Parler peuvent faire la queue, oui, voilà. comme ça, et pour les prendre. Un phénomène de file d'attente. File d'attente. Phénomène de file d'attente. Alors ce jeune homme, donc comment s'il vous plaît. Philippe Neuville, je vais poser une question. Vous avez parlé du rendement de capital, et donc par rapport aux dernières décisions qui ont été prises, notamment par la Banque Centrale Européenne, avec l'édition de Mario Draghi notamment, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va vers une troisième phase de la crise avec une très forte inflation? Et dans ce contexte, qu'est-ce que vous conseilleriez, par exemple, pour ceux qui veulent protéger leur épargne, pour investir, pour garder un petit peu quelque chose de tangible? Oui, je crains effectivement qu'on ait le retour à une situation un petit peu semblable à celle qu'on a connue, avec un nouveau cycle monétaire, d'autant plus que ce n'est pas simplement la Banque Centrale Européenne, mais que le Fédéral Reserve System également. À ce sujet, permettez-moi de faire juste un petit incident. Il y a beaucoup de débats très anciens, n'est-ce pas, sur les systèmes de change, etc. Et il y a une idée assez fréquente sur laquelle, elle est vraie d'ailleurs, en régime de change flottant, on peut s'isoler de ce qui se passe dans le reste du monde. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce qui s'est passé, c'est une modification de la structure, des taux d'intérêt, si on veut, dans le monde entier. Et ça, on ne peut pas s'en protéger. Donc si quelques zones monétaires importantes, comme la zone européenne ou la zone dollar, font une politique monétaire très expansionniste, on risque d'avoir, à l'échelle du monde, des taux d'intérêt très bas et, une fois de plus, de mauvais investissements. Alors comment se protéger? Mais c'est pas du tout évident. Je pense que le meilleur moyen, c'est quand même les actifs réels, bien évidemment. Les actifs réels, l'or a déjà beaucoup augmenté, ce qui est un contre-avantage. Je n'aime pas trop jouer les devins, parce qu'on ne sait pas justement exactement qu'est-ce qui va se passer. C'est une incertitude supplémentaire. La politique économique, elle varie du jour au lendemain. Et de ce point de vue-là aussi, c'est un facteur de risque considérable et donc de ralentissement. Donc on ne sait pas exactement ce qui va être fait au point de vue politique monétaire, politique budgétaire, politique de rigueur, etc. Est-ce qu'on aura une nouvelle crise plus ou moins profonde? Je n'ose pas le dire, n'est-ce pas, pour le moment. Alors, je serais tenté quand même de dire, sur le long terme, si on veut un placement de long terme, sur le long terme, les actions devraient être quand même quelque chose de satisfaisant, dans la mesure où on peut partir de cette idée très générale que les êtres humains ils voudront tout le temps produire et progresser dans la production, innover, etc. Et que donc sur le long terme, il y a un rendement réel positif des entreprises qui fait que même si sur 2 ou 3 ans, on le constate actuellement, n'est-ce pas, les indices boursiers sont en baisse, sur le long terme, on devrait avoir un rendement satisfaisant. Voilà comme... Ou alors, peut-être aussi, vous pouvez penser bien sûr à des placements dans les matières premières, etc., dans la mesure où certaines peuvent être considérées comme se raréfiant. Mais il ne faut pas oublier que les matières premières ont des prix qui fluctuent beaucoup plus que les prix des produits. Et ça a été très bien aussi développé par l'école autrichienne, de telle sorte qu'au point de vue risque, on a un élément qui est important et qui rend l'investissement dans ces domaines-là peut-être un peu plus aléatoire. Un mot peut-être avant la prochaine question. Vous pouvez vous demander, c'est un sujet qu'on évoque assez fréquemment avec nos étudiants, qu'ils soient juristes du reste ou économistes, comment se fait-il que les entrepreneurs politiques ne tirent aucune leçon des événements, des erreurs qu'ils commettent? Et la réponse évidemment est très simple, c'est que la logique du marché politique n'est pas la même que la logique du savant en analyse économique qui essaye de déceler le pourquoi des crises et les bonnes thérapies. La fonction objective de l'entrepreneur politique, c'est non seulement elle est court-termiste, mais c'est évidemment de maximiser des voix. Je dis ici des banalités, mais qui ont une certaine actualité, et par rapport au sujet, et par rapport à la conjoncture. Et donc, peu leur chaud, non seulement, Pascal souvent l'a évoqué dans d'autres conférences, non seulement les entrepreneurs politiques sont profondément ignorants, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, pas du tout, mais ils ignorent souvent le b.a.-ba de l'analyse économique. Ils ont intérêt à être ignorants. Et effectivement, ça, mais leur logique n'est pas la même. Et espérer
vous dire en vous-même deux choses très rapides. La première, vous dire en vous-même, mais ils vont finir par tirer les leçons. Je n'en suis pas sûr. Il faudra peut-être qu'il se passe des événements un peu plus lourds pour que les entrepreneurs politiques acceptent de revenir à leur place, c'est-à-dire peu de choses. Le problème qu'on évoque ce soir, sous tous ces aspects, c'est le problème de la taille de l'État. Deuxièmement, espérer que si le professeur Salin est appelé aux responsabilités, ou Pierre Garello, ou Elisabeth Requet, que sais-je encore, la situation soit améliorée de façon substantielle, vous ferez retomber sur la remarque initiale. Un des très grands professeurs de l'Université de Chicago, c'est le patron actuel de la Federal Reserve Board, Ben Bernanke. C'était un ami de Friedman, et même un disciple, et son manuel est désormais disponible en langue française. Un énorme pavé, parfaitement orthodoxe sur le plan monétaire, et tout ce qui concerne la monnaie consiste à dire de la part du professeur Ben Bernanke, quand il était professeur à Chicago pendant 30 ans, surtout ne pas augmenter trop la masse monétaire. Les flux monétaires, quand ils sont désajustés avec les flux réels, ça se finit par l'inflation, etc. Vous nommez ce même individu patron de la Federal Reserve Board, il rentre dans quelle logique? Celle d'être reconduite, en l'occurrence, par le président Obama, car tu restes été très content de lui. Ce qui peut poser un problème par rapport au fait que, théoriquement, c'est un économiste, disons, pour faire bref, néoclassique monétariste. Bien. Donc, la position dans laquelle on est change aussi nos logiques. Ou alors, vous pouvez imaginer qu'on est très vertueux. C'est la troisième hypothèse. C'est l'hypothèse Thatcher. Et qu'on ne se préoccupe pas, ou mieux, qu'on a compris que si on tient bon dans des politiques de rigueur les vraies politiques de rigueur, elles porteront leurs fruits si rapidement qu'aux prochaines élections, on sera élu, comme vous le savez. Madame Thatcher a été battue par un putsch interne au congrès de Blackpool, conservateur, mais jamais par le suffrage universel. C'est même le seul Premier ministre britannique depuis le début du XIXe siècle qui a remporté consécutivement toutes les élections législatives. Je crois que du côté de... Mathieu Bédard, est-ce que vous pouvez revenir sur l'idée que la fiscalité est toujours forcément de la consommation et ne peut pas être de l'investissement? C'est pas tout à fait ça. J'ai dit que la fiscalité, les systèmes fiscaux que nous connaissons dans la plupart des pays, là encore il y a un effet d'imitation des mauvaises choses qui est assez frappant. Les systèmes fiscaux que nous connaissons, ils récompensent la consommation par rapport à l'épargne. Et donc ils punissent le fait d'épargner. Alors c'est vrai, je l'ai dit rapidement de l'impôt sur le revenu, mais c'est vrai de toutes sortes d'autres impôts. Je pense à la TVA. La TVA, on la considère en général, à tort, comme un impôt sur la consommation. La TVA, c'est quoi? C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Le nom est très précis. La valeur ajoutée, c'est pas la consommation. Elle est prélevée sur la valeur ajoutée créée par une entreprise. La valeur ajoutée, elle se répartit entre les profits, les salaires et les intérêts. Donc la TVA, c'est un impôt sur le revenu. Et ce qui est vrai de l'impôt sur le revenu, du point de vue du choix du futur, est vrai de la TVA également. Tous les impôts, pratiquement, ont cette conséquence de taxer le fait de choisir le futur. Essayons, une fois de plus, de voir comment est le processus productif. Nous avons des efforts humains et puis des circuits de production, alors qui partent depuis les efforts qui aboutissent à la consommation. Et puis tout ce qui est intermédiaire, c'est intermédiaire. Et le capital, il a pour rôle de permettre au processus de production de se développer, mais c'est une étape intermédiaire. Donc à la limite, je serais tenté de dire que taxer le capital est une absurdité parce qu'il n'est pas situé à la fin du processus productif. Il est un élément qui permet au processus productif de se développer. Et la seule source de la richesse, c'est l'esprit humain, n'est-ce pas? Et la distinction entre le travail et le capital est une distinction qui me gêne.
Il y a l'esprit humain. De ce point de vue-là, le titre du grand livre de Mises est formidable, l'action humaine. Il faut toujours revenir à ça. Il y a l'action humaine. Donc il y a une seule source de la vie des hommes qui est leur action. Et la distinction entre le travail et le capital, la distinction traditionnelle que l'on fait dans la fonction de production, par exemple, etc., elle est comme s'il y avait deux facteurs séparés physiquement repérables. C'est une distinction qui est extrêmement dangereuse. Donc non seulement je crois qu'en pratique, il est faux de dire que dans le système fiscal français, le capital est moins taxé que le travail, mais j'irai plus loin en disant que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Ce qu'il conviendrait, c'est de taxer la matière fiscale